Salut Jacques. Donc moi, je m'appelle Lionel. Je travaille au Jardin des Gonnettes à Saint-Pierre-de-Brécieux. Donc je suis exploitant sur les jardins depuis 2017. Je suis situé dans le Nord-Isère entre Grenoble et Lyon, à côté de la côte Saint-André. Donc Saint-Pierre-de-Brécieux, c'est sur les coteaux un petit peu. Je suis à 500 mètres d'altitude environ. Donc on a un climat qui est plutôt proche de ce qui se passe dans le Nord-Isère, donc avec des hivers normalement plutôt froids et des printemps qui tardent un peu à arriver, et quand même pas mal d'eau. Bon, maintenant c'est vrai que ces dernières années, le climat il change pas mal, donc on voit que c'est plus trop vrai ce que je raconte. Donc on n'a pas eu des -20 degrés depuis un petit moment. C'est un peu un nouveau climat qui est très changeant en fait. Et voilà, donc c'est une nouvelle donnée à prendre en compte. Donc moi, je suis installé tout seul sur environ 8 000 m², parcellaire, on va dire. Et puis en surface cultivée, bah, ça donne à peu près la moitié, quoi, en fait, quand on enlève les chemins, etc. Et je me suis tout de suite installé sur les techniques qu'on appelle de maraîchage sur sol vivant, en venant plutôt du côté de la permaculture. Moi, c'était ma première formation en 2015-16. Donc, je m'étais formé à un stage assez long de 3 semaines et demie sur la permaculture dans le sud de la France. Et tout de suite, enfin, ça me parlait en fait, ça. Les techniques me parlaient, quoi. Donc j'avais tout de suite voulu mettre ça en place ici, en sachant pas vraiment si j'allais devenir maraîcher au départ. Et puis c'est au fil des années que j'ai agrandi petit à petit mes surfaces. Et j'ai fait un des principes clés en permaculture, c'est-à-dire commencer petit et puis s'agrandir petit à petit. Donc c'est ce que j'ai fait, vu que c'est une reconversion professionnelle. Donc voilà, j'ai commencé sur ce modèle-là. Et après, bon, bah, c'est vrai qu'heureusement que j'ai rencontré quand même le réseau Maraîchage Solivan. Donc ça, c'est national, une association. Et heureusement que je l'ai rencontré, parce que bah, c'est vrai qu'au début, je faisais beaucoup de bêtises quand même. Parce que bah, la permaculture, même en 2016, il n'y avait quand même pas non plus beaucoup de choses à regarder. C'était surtout plutôt pour des jardiniers, quoi. En tout cas, le côté permaculture qui parlait de jardin, c'était vraiment pour les jardiniers. Et il n'y avait pas trop finalement de professionnalisation de ces techniques-là. Donc voilà, c'est en rencontrant ce réseau et des collègues qui étaient dans ce réseau depuis un moment que là, j'ai vraiment découvert toutes les techniques qu'on pouvait utiliser pour le maraîchage en respectant les sols, en étant sur une dynamique de sol vivant, ce qui m'a toujours intéressé, quoi. Donc voilà un petit peu pour ma présentation, on va dire, globale. D'accord. Sur les difficultés que tu rencontres, puisque ça a été la Euh, question de l'actualité, hein. ouais, sur les difficultés, alors sur les difficultés, sur la production, on va dire que chaque année, c'est quand même de mieux en mieux, globalement. Donc j'arrive quand même à produire de mieux en mieux avec pas trop de problèmes. Plus que c'est vrai qu'en ayant pris enfin, en ayant eu la démarche de prendre soin du sol, en espérant que ça prenne soin des plantes, en fait j'ai quand même pas trop de problèmes de tout ce qui est maladie. J'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai plus des problèmes, on va dire, de tout ce qui est rongeurs. Nous, c'est un endroit où on a beaucoup de rongeurs de base, hein, depuis que enfin, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de rongeurs. Du coup, les techniques de non-travail du sol ont pas forcément amélioré cette problématique-là. Donc, voilà, j'ai toujours cette problématique-là. C'est peut-être la principale ici au jardin. Après, voilà, tout ce qui est maladie, non, pas trop. Et du coup, les problématiques au fil des années elles ont plutôt été finalement sur la commercialisation. Ça, c'est quand même vraiment pas simple. C'est vrai qu'en tant que maraîcher, quand on s'installe, on sait pas trop, mais il y a quand même beaucoup de compétences à acquérir. Faut être secrétaire, faut être mécano, faut être commercial, faut bien prévoir ses trucs. On est chef d'exploitation, donc chef d'entreprise. Donc en fait, il y a plein de casquettes à acquérir et elles sont pas simples à acquérir en quelques années, quoi, on va dire.
Donc, euh, donc voilà, ouais, la commercialisation, c'est peut-être le truc qui a été le plus compliqué, parce que bon, bah, quand on arrive dans un milieu rural où bah, les gens ont déjà leur jardin, et puis il y a déjà des maraîchers installés, et qu'il n'y a pas forcément une grosse appétence pour acheter des produits locaux et bio, bah, du coup, ça a été quand même un problème dès les débuts de l'installation. C'est pas été un problème, mais ça a été difficile, on va dire. Donc j'ai dû aller vendre la quatrième année, je crois. Donc là, c'est ma septième. J'ai dû aller vendre à Grenoble, en fait. Donc ça fait quand même un petit peu de route. Mais bon, voilà, j'ai dû aller chercher les clients bah, là où ils étaient finalement. Ce qui est fort dommage, on pourra peut-être en reparler, mais je pense qu'il y a quand même des belles choses à faire localement. Il y aurait de quoi. Mais voilà, j'ai dû passer ce cap. Pour moi, je m'étais un peu interdit finalement d'aller vendre mes légumes à Grenoble, quoi. C'était pas l'idée que je m'en faisais. Mais finalement, on a des entreprises aussi, et donc il faut quand même vendre des légumes, quoi. C'est quand même l'idée. Donc voilà, ça c'était ouais, une belle problématique. Et puis après, il y a plein d'autres problématiques qui découlent de ce métier de maraîcher. Alors moi, je suis seul, donc je bosse tout seul. J'ai un petit peu des stagiaires et quelquefois, je me fais remplacer pour prendre une semaine ou deux de vacances, mais c'est quand même assez rare. Donc c'est vrai qu'on est vachement seul dans ce métier-là. Donc très vite, il m'a semblé intéressant de former un groupe. Donc on a monté un GI2E, donc c'est un groupe d'agriculteurs qui réfléchit sur une thématique liée à l'agroécologie, hein, pour faire vite, et c'est payé par l'État en fait. Voilà, c'était Stéphane Le Foll qui a mis ça en place. Donc là, c'est vrai que le fait d'avoir fait ce groupe, ben, ça aide bien parce qu'on se sent, même si on n'est pas tous à côté, qu'on ne se voit pas tous les jours, et ben, on a pu faire des formations, faire venir des gens compétents dans le maraîchage, dans la vie des sols. Et puis après, on est devenu finalement un groupe d'amis où on s'entraide beaucoup. On s'est monté les serres les uns les autres. Quand il y en a un qui a un gros coup dur, ben, on va l'aider. Donc en fait, voilà, finalement, on se crée un groupe d'agriculteurs, de maraîchers là, pour s'entraider finalement, ce qui est vraiment important dans ce milieu-là. Tant les difficultés sont quand même assez immenses finalement pour un seul homme, quoi. Donc voilà, il y a eu cet aspect un peu solitude là qui, qui, qui a été finalement solutionné en formant un groupe, quoi. Et après, sur les autres soucis, ben, après, c'est vrai qu'il y a le côté finance et vacances, hein. Évidemment, c'est un peu ce qu'on entendait dans les revendications des grèves qu'il y a eu récemment, là. C'est vrai qu'en termes de finances, ben, c'est pas fou. Moi, je dis on devrait gagner au moins 2 000 à 3 000 euros, et en fait, on est plutôt entre 800 et 1 900 brut. Je parle de brut. Donc, c'est quand même pas des très beaux salaires. Ça fait pas bien rêver. Faut être quand même passionné pour faire ça, quoi. Alors moi, c'est mon cas, mais c'est vrai qu'au fil des années, ben, la passion, des fois, ça envole un peu parce qu'on a une réalité économique. Voilà, moi, j'ai 2 enfants, et j'ai aussi envie de prendre du temps avec eux, de partir un peu en vacances. Donc il y a ce côté, voilà, temps de travail qui peut être important, malgré que moi, j'ai réussi quand même à le cadrer, et on est dans des horaires qui commencent à être acceptables. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de finances, ben voilà, c'est pas des salaires très très hauts. Et là, du coup, ça pose ouais, un problème qui est plus sociétal, on va dire, que je vais pas résoudre tout seul. Mais c'est vrai que le salaire des agriculteurs et des maraîchers, ben, il est très très hétérogène, mais globalement, dans notre groupe, nous, on est tous quand même à galérer sur des salaires entre 800 et 1 000 euros par mois, et c'est vraiment totalement insuffisant, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire nationalement et surtout localement pour t'aider à distribuer localement, à t'éviter donc ces trajets et à augmenter les revenus, les tiens et ceux de tes collègues? Ouais, je pense que bon, nationalement, il y a d'autres solutions que localement. Elles sont beaucoup plus complexes, à mon avis. Localement, mais elles dépendent du national souvent, en fait. C'est ça qui est un peu terrible, voire de l'européen. Par exemple, il y a l'idée des cantines. Donc, il y a une loi pour qu'il y ait 20% de bio dans les cantines. On n'y est pas du tout. Donc, déjà, elle n'est pas appliquée. Donc, il faut bien qu'il y ait des pouvoirs politiques qui la fassent appliquer. Moi,
je déplore qu'on nous ait jamais mis finalement autour de la table, par exemple dans la Bièvre, qui est pas des élus, depuis ce qui se passe et même sans ce qui se passe, hein, parce qu'ils savent ce qui se passe souvent, hein. Ils savent que les conditions des agriculteurs de manière générale, elle est dure. Bah, ouais, je suis vraiment étonné qu'il y ait personne qui nous ait mis autour de la table pour dire, bah, nous, on veut vous faire bosser localement, on n'a pas envie que vous partez faire je sais pas combien de kilomètres. Donc, on vous prend X quantité, et vous arrangez entre maraîchers, entre producteurs de viande et de fruits, et enfin de tout ce qui compose l'agriculture, quoi. Et nous, on vous prend tant de produits par mois et en avant, quoi. Ça c'est vrai que il y aurait ça à faire. Mais ça dépend finalement aussi du national et de l'Europe, parce que bah, c'est lié aussi à des appels à subventions qui dépendent, où on est mis en concurrence avec des gens qui ont pas les mêmes structures, qui n'ont pas les mêmes droits sociaux. Et en fait, on en revient un peu finalement quasiment au problème européen. Donc, en fait, même des choses locales, ça impacte directement le national et l'européen. Donc, c'est assez complexe, je pense, à faire. Donc, moi, j'avais pensé voilà, aux écoles, hein. Rien qu'avec les écoles, il y aurait de quoi faire, les hôpitaux, enfin, il y a quand même plein de choses pour qu'on puisse vendre localement. Après, il y a la question aussi des grandes surfaces, hein. Donc, plus de 90%, j'ai pas les chiffres, mais 90% des gens font leurs courses au supermarché, donc ce qui est énorme en fait. Et nous, on fait de la vente en direct, quoi. Donc, en fait, on est très vite bouché parce que finalement, il y a beaucoup de maraîchers pour les petits 10% de vente en fait en direct. Et donc, les 90 autres pourcents, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que, on met des normes pour que les supermarchés, on les oblige à vendre aussi du local ou pas? Comment on fait avec eux? Parce qu'ils vont pas disparaître du jour au lendemain, en tout cas. Donc, en fait, il y a plusieurs choses, mais auxquelles nous, on est. Voilà, moi, je suis pas décisionnaire de ce qui se passe dans les cantines, je suis pas décisionnaire de ce qui se passe dans les supermarchés, parce que, en fait, je suis tout seul dans mon coin et qu'il n'y a pas d'élu pour. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été sollicité pour travailler sur ces sujets-là, et il serait vraiment important et il solutionnerait beaucoup de problèmes. Moi, ça m'éviterait de faire plein de bornes. Donc, finalement, niveau pollution, etc., ça serait bien mieux. Donc voilà, il y a des sujets locaux, mais qui dépendent finalement du national et de l'européen, mais qui mériteraient là d'être mis sur la table, on va dire, les prochaines années, quoi. Mm. Sur la question du coût, parce que tout Oui. le monde sera d'accord avec toi, mais sur la question du coût, par rapport à des cultures conventionnelles qui viendraient d'autres pays avec qui, dont tu as parlé, à la concurrence. Comment faire pour que le tarif pour les parents à la cantine, au collège, lycée, n'augmente pas si c'était le cas? Ouais, bah, le coût, je sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être une fiscalité à revoir. Il y en a qui parlent de baisser la TVA sur les produits là, de première nécessité, quoi, donc les fruits, légumes, la viande, etc. Donc, en gros, que ce soit pris en charge par l'État, hein, parce que finalement, si on baisse la TVA, ils rentrent moins de sous dans les caisses de l'État. Donc ça serait à eux de prendre cette décision-là pour que ça ne revienne pas trop cher pour les gens. Et je pense qu'il faudrait faire en fonction des revenus, quoi, un peu comme les impôts finalement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent payer une cantine plus chère et qui même sont OK pour le faire. Et puis il y a des gens avec leurs revenus, effectivement, ils peuvent pas, quoi. C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils peuvent pas, voilà, concrètement. Donc en fait, je pense que voilà, faut se mettre autour de la table et discuter sur ces sujets-là. Donc ça demande quand même, je pense, un peu de courage politique, hein, parce que du coup, ben, c'est un changement quand même important, c'est presque un changement de sociétal finalement. Et après, à nous aussi de nous demander ben, sur la partie des gens qui peuvent mettre de l'argent dans les produits de première nécessité, et ben, comment on flèche un peu nos budgets alimentaires, quoi, hein. Moi, je Mm. vois, voilà, j'ai pas des gros budgets, mais l'aliment, pour moi, c'est important pour mes enfants, donc je suis prêt à mettre le prix, quoi, et partir moins en vacances. Donc, c'est des choix forts, radicaux un peu, mais il y a une frange, je pense, de la population qui peut se le permettre de faire ce genre de choix, et c'est aussi à nous à réfléchir à ça et pas vouloir toujours du moins cher, du moins cher. Mais c'est pas que le consommateur en vrai, hein. Faut être quand Mm. même correct, hein. Tout le monde subit l'inflation en ce moment, donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais il y a aussi cette part-là, voilà, à réfléchir de la part du consommateur, quoi. Mm. Mhm.
Permaculture, ça veut dire que tu n'as pas de phytosanitaire industriel, tu ne mets pas de glyphosate. Ça veut dire que tu couvres le sol et tu ne le retournes pas. Ouais, C'est ouais, ça? ça veut dire tout ça. Alors, nous, bon, dans nos parcelles, vu que c'est pas des grosses parcelles, en vrai, on n'aurait pas besoin de désherbants dans tous les cas. Ça, c'est plutôt pour les plus grandes parcelles, les parcelles de légumiers, où quand on commence à avoir plusieurs hectares, ben, en fait, voilà, l'idée de désherber, c'est qu'on n'a pas envie de le faire à la main et qu'on peut pas. C'est comme ça qu'est né le glyphosate, quoi. Mais oui, donc nous, on n'en a pas besoin. Donc, on peut se mettre en bio assez facilement, finalement, dans nos techniques. Donc, moi, je me suis mis en bio dès le départ parce que je répondais à ce cahier des charges, même si pour moi, il va pas forcément assez loin. Et ouais, voilà, c'est le principe dans permaculture, il y a culture permanente. Donc, l'idée, c'est d'avoir une couverture de sol, soit avec de la matière organique fraîche ou moins fraîche, soit avec des bâches type toile tissée, donc c'est des toiles hors sol là, qui durent 15-20 ans si on en prend soin, soit avec et là c'est un peu plus récent, et ce qu'on est en train un peu d'essayer au sein de notre réseau maraîchage sol vivant, c'est des couverts permanents, type un Ouais. trèfle, et une tomate dans le trèfle par exemple. Et donc là, on a la culture et une couverture permanente au sol qui nous évite de rajouter de la matière organique, surtout quand on en a déjà mis pas mal, et qui évite d'utiliser de la bâche en été. Donc, voilà, ça c'est un peu, on va dire, la suite la suite logique qui pourrait arriver sur nos fermes qui ont déjà beaucoup gagné en matière organique, qui ont déjà des bons sols, une bonne vie du sol. Par contre, ben voilà, c'est toujours pareil. Pour faire ça, il faut de l'argent en fait. Et typiquement, on reste une entreprise. Donc, si moi, je veux faire ce genre d'essai que j'aimerais vraiment faire, j'en ai fait l'année dernière, mais vraiment à dose homéopathique, on va dire, et ben en fait, il faut que je sois suivi. Et c'est là aussi qu'il y a un problème d'argent. Donc là, c'est plus au niveau européen. Je pense que moi, faut flécher l'argent de la PAC et vraiment le redonner sur des techniques agroécologiques. Plutôt que de punir, on donne de l'argent aux agriculteurs pendant, je sais pas, 4-5 ans pour vraiment les suivre et qu'ils n'aient pas le problème financier, qu'ils se préoccupent pas de ça, mais vraiment qu'ils aillent vers des nouvelles techniques, quoi. Donc là aussi, nous, on aimerait bien avancer plus vite. On aurait bien utilisé moins de bâches, mais en vrai, on peut pas parce qu'on a quand même une entreprise et il faut qu'à la fin du mois, ils sortent quand même des sous dedans. Donc en fait, on est à la fois, on a à la fois souvent très envie d'avoir des pratiques hyper vertueuses et à la fois, il y a la réalité qui fait qu'on ne peut pas aller au fond de ce qu'on aimerait faire, quoi. Tu bénéficies d'aide de la PAC? Alors, pour la première année, je vais en avoir, pour vous donner une idée, pour ma surface, ça va être autour de 5 000 € d'aide. Donc, avant, j'en avais zéro, donc c'est toujours mieux que rien. Mais il y en a une, elle est que pour 4 ans, c'est-à-dire que c'est parce que je suis jeune agriculteur. Et à la cinquième année, du coup, j'aurai environ 1 500 € de PAC, quoi. Voilà. D'accord. Dernière question, tes espoirs ou tes revendications pour les prochaines années à venir, les toutes prochaines années à venir, hein, je ne parle pas de la révolution dans 20 ans, hein. Je parle là Oui. tout de suite maintenant, si tu devais négocier avec les élus locaux ou nationaux, tu réclamerais quoi? Bah, au niveau local, comme je disais tout à l'heure, ouais, j'aimerais bien finalement avoir des élus qui viennent pas juste nous serrer la main et dire bonjour, hein, de droite ou de gauche, moi je m'en fous un peu, mais vraiment nous, je veux dire, en tant qu'agriculteurs, on mouille la chemise tous les jours, quoi, hein, pour vous finalement, pour les gens qui consomment, hein. Et en juste retour, souvent, bah, moi, ce que j'entends ici et là, et je partage, quoi, c'est qu'on a l'impression que eux, ils mouillent pas trop la chemise pour nous, alors qu'il y a vraiment des choses à faire localement, comme je disais tout à l'heure, avec les cantines, etc. Donc, bah ouais, ça serait bien que ça change. Il y a aussi les apports de matière organique. Moi, je demande à chaque fois, dès que je vois des élus, qu'il faut qu'on organise une plateforme pour que les maraîchers aient accès à de la matière organique. Pour nous, c'est l'or de nos sols, en fait. Alors, tout le monde s'en fout, mais en fait, c'est bien avec du carbone qu'on remet en vie des sols et qui fonctionne bien et qu'on n'a pas besoin de chimie et qu'on retient l'eau et qu'on met pas d'engrais, donc on devient très autonome. Et quand un système devient très autonome, ben, on peut gagner de l'argent, quoi, en fait. Donc il y a pas mal de sujets sur lesquels ça serait bien que ça bouge en fait localement. Après, plus haut, ben, moi je suis un peu radical, mais à mon avis, on a deux solutions pour que ça change.
soit on se barre de l'Union européenne et je sais pas ce que ça peut donner, soit on tape du poing sur la table en disant soit ça change, soit on s'en va, quoi. En fait, faut vraiment du courage et j'ai pas l'impression, malheureusement, que pour l'instant, il y en ait beaucoup. On a beaucoup de gens qui sont des communicants, qui parlent bien, hein, qui parlent bien mieux que nous en général, puisqu'ils passent leur temps à faire ça. Mais par contre, dans les actes, bah, on a bien vu, moi j'ai fait quelques barrages et on a bien vu ce qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on n'a rien eu. Bon, moi, en tant que petit agriculteur, j'ai eu aucune aide, évidemment. Mais même ceux qui vont avoir les aides là, dont on a parlé, après les revendications, c'est rien, hein, ça représente à peu près 1 000 € par ferme. Donc avec ça, Tintin, hein, on va pas aller loin. Alors que dans la même journée, il y a des milliards qui sont donnés à d'autres pays. Donc en fait, il y a vraiment, voilà, je sais pas quoi penser. Est-ce qu'on veut tuer l'agriculture pour faire autre chose et les agriculteurs? Ou alors c'est une méconnaissance du sujet? Est-ce que c'est un mélange des deux? Je ne sais pas, je pourrais pas répondre parce que je connais pas les gens qui dirigent plus haut. Mais c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Ouais, pourquoi on met pas 10 milliards dans l'agriculture et on fait de l'agroécologie à tous azimuts et on accompagne surtout les agriculteurs? Parce que souvent, on critique les agriculteurs et moi, j'en faisais partie avant de rentrer dans ce milieu-là. Mais un agriculteur, il peut pas changer de méthode si déjà il est endetté et s'il n'a pas de vacances depuis 8 ans, quoi. Donc d'abord, faut remettre en selle l'agriculteur, donc lui donner de l'argent et du temps. Et après, on peut lui dire, ben voilà, on peut t'accompagner pour changer, pour changer. Et la plupart, franchement, en plus, ils sont pour hein, aller vers des pratiques plus vertueuses, mais en fait, faut juste se rendre compte qu'ils ne peuvent pas, en fait. Voilà. Donc, euh, Mais voilà. si je dis que les politiques ne sont pas incompétentes, les décisions politiques, hein, c'est pas pris par des imbéciles et par des incompétents, ce sont des choix. Ce sont des choix. Ça serait quel choix alors? Quelle agriculture favoriserait au final? Et qui ne serait Quelle pas une ag- erreur de leur part, hein. Ce ne serait pas une erreur conceptuelle, hein. Ils ont très bien compris Hmm. ce qui se passe. Hmm. Ce serait quoi ce choix d'après toi? C'est-à-dire vers quoi on va? Concrètement, vers quoi on va? Si on Vers, dit. vers Si, quoi on va là avec l'agriculture qu'on mène? oui. Mais je sais pas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il y avait 2 millions d'agriculteurs en France. On est, je crois, 350 000. Et après, je sais pas si les chiffres sont exacts, mais en gros, ça donne une idée. Et je crois qu'il y a une cinquantaine d'exploitations qui disparaissent tous les 2 jours, là. Donc, on va vers la fin de l'agriculture, en fait, finalement, la fin des paysans. Donc, C'est pas pareil. La fin comment? de l'agriculture et la fin des paysans, c'est pas pareil. Ben, la fin de l'agriculture enlèvera les paysans, quoi, en fait. Mais après, je ne sais pas si. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'aille pas vers ça. Mais pour l'instant, on s'en dirige, puisque finalement, il y a beaucoup de gens, de paysans qui partent à la retraite et que tous les jeunes ben, ne veulent pas reprendre des métiers comme ça, où en fait, on gagne pas sa vie, on n'a pas un temps, voilà, hein, on n'a pas un temps de libre pour nous et pour la famille qu'on aimerait faire. Donc, en fait, ça donne pas trop envie. Les grosses exploitations qui font 800 ou 1000 hectares, personne n'a envie de les reprendre. Donc, ouais, il y a une espèce finalement, de sabotage de l'agriculture, à mon avis. Mais bon, moi, j'essaie quand même d'être optimiste. Je pense que la force de ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup finalement, de néo-ruraux qui s'installent, hein, comme moi, finalement. Et dans cette optique, je pense qu'on peut voir des choses positives parce que, en fait, nous, quand on s'installe, on n'a pas la famille qui faisait telle pratique. En fait, on se rebellera avant, je dirais presque. Moi, je me suis donné un timing. Hein, au bout de X années, si ça marche pas, ben, j'arrêterai, mais je ne serai pas endetté, je ne me serai pas suicidé et j'aurais appris plein de choses et je serais content d'avoir fait ça. Donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir avec les gens qui s'installent. Mais c'est sûr qu'il y ait quand même un changement global de politique nationale et européenne si on veut continuer à manger des bons produits plutôt que de la viande qui sort de je sais pas d'où, qui sont issus d'un laboratoire, quoi. Internationale, nationale, européenne, mais aussi locale, hein. Ouais. Hein, la question, c'est aussi localement, et c'est le but de ces vidéos, c'est de dire, que vous le disiez aussi, hein, l'importance du local.
Ouais, bien sûr. Merci Lionel, au Eh plaisir. ben, merci à toi. Au revoir. Salut.